Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. À chaque fois que je réfléchis à la façon dont on peut traiter des sujets avec la Ligue de l'enseignement sur mes lives, je vais chercher des problématiques auxquelles les gens sont confrontés sur le terrain quand ils sont dans une association de la Ligue, à la fois en tant que bénévole, en tant que salarié, en tant que volontaire en service civique. Et il y a un sujet qui me tient à cœur et que je trouve hyper important, qui est autour des droits des personnes LGBT. Et je me suis dit que ce serait trop cool de faire un petit point sur comment est-ce qu'on fait pour être inclusif ou inclusive vis-à-vis des personnes trans, parce que quand on est par exemple dans une colonie de vacances, on est animateur ou animatrice BAFA, aujourd'hui on a des personnes qui peuvent arriver, des ados, avec qui on va se poser des questions, très simplement parce que dès la répartition dans les dortoirs, ça va poser des questions. On va commencer très, très simplement, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que la transidentité ? La transidentité est le fait pour une personne transgenre d'avoir une identité de genre différente du genre constaté à la naissance. Donc c'est pour ça, moi, je vous disais, je suis née avec un sexe féminin et je m'identifie au genre féminin. Donc je suis cisgenre, contrairement à une personne transgenre qui donc a une identité de genre différente que celle constatée à la naissance. Ouais, la fiche Wikipédia, elle précise très rapidement les termes transsexuel et transsexualisme sont des termes médicaux anciens, abandonnés par la plupart des médecins et fréquemment considérés comme pathologisants. Donc c'est des termes qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Ne reprenez pas les personnes trans qui utilisent ces termes aussi. Ah oui, très bonne remarque. Si jamais vous avez une personne trans qui vous dit qui utilise le terme transsexuel, laissez-la utiliser le terme qu'elle a envie d'utiliser. Il y a encore des trans de la vieille école qui utilisent ces termes, c'est marginal. Les femmes trans sont des femmes qui ont généralement été assignées hommes à la naissance. C'est l'inverse pour les hommes trans, sont des hommes qui ont été généralement assignés femmes à la naissance. Tandis que les personnes non binaires ne s'identifient ni strictement homme, ni strictement femme, mais entre les deux, donc un mélange des deux ou aucun des deux. Donc le concept de changement d'identité est millénaire. Je fais partie d'un collectif juif orthodoxe traditionnaliste queer qui a des lectures queer du Talmud et on a plein de versets qui parlent de genre, de métamorphose. On avait déjà des trans à l'époque de la Torah. Oh, trop intéressant, Écharpe. Quand on n'est pas du tout concerné par ces sujets, ni de près ou de loin, c'est pas toujours simple de s'y retrouver avec tous les termes et le vocabulaire. Perso, je suis de bonne volonté et j'essaie de mieux m'intéresser à ce sujet, mais force à vous pour communiquer avec des gens totalement réfractaires à tout ça. Oui, Yéligar, c'est intéressant ce que tu dis, notamment dans la façon dont on va y arriver très rapidement, tu vois, mais donc dans les personnes qui sont trans, parfois on peut... c'est pas parce qu'une personne est trans qu'elle va vous dire dès la première interaction qu'elle est trans. Ce qui va être fait très rapidement quand vous discutez avec une personne trans, c'est que elle-même, elle va se genrer d'une certaine façon. Quand vous voulez parler de vous, vous allez très rapidement mettre un E ou pas à un adjectif que vous allez utiliser. L'autre jour, j'ai été surprise. En fait, c'est des signes qu'il va falloir venir déceler dans le témoignage que la personne est en train de vous apporter, la façon dont elle vous parle, et qui va vous permettre de savoir comment est-ce que vous pouvez genrer cette personne. En attendant, vous allez faire un petit exercice, une petite gymnastique mentale qui est très intéressante, qui va consister à utiliser du langage inclusif pour vous adresser à cette personne. Par exemple, est-ce que tu as été surprise ? Si vous n'êtes pas sûr de dire est-ce que tu as été surprise ou est-ce que tu as été surpris, vous pouvez retourner la question en disant mais du coup ça a créé quoi chez toi ? De la surprise ? Je sais que c'est compliqué au départ de s'y mettre, mais vous allez vous rendre compte que quand vous commencez à vouloir faire cet exercice d'utiliser le langage inclusif, ça va venir très vite. Quand vous vous trompez de pronom avec une personne, on appelle ça du mégenrage. C'est quelque chose qui, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, peut être plus ou moins bien vécu. Il y a des personnes qui vont vous dire c'est pas grave, t'inquiète, je m'en fous. Elles vont voir que vous êtes hyper mal à l'aise d'avoir mégenré. Puis il y a des personnes qui vont vraiment mal le vivre. Le mégenrage est quelque chose qui arrive parce que, encore une fois, c'est votre cerveau qui fait cette gymnastique. Si vous avez connu la personne auparavant et qu'elle se genrait au féminin et que maintenant il faut la genrer au masculin, c'est normal que votre cerveau il ait un petit temps d'adaptation. Faites cet effort-là au maximum, mettez-y de la bonne volonté, excusez-vous si vous mégenrez. J'imagine qu'il faut éviter de commenter le passing. Ah oui, alors c'est quoi le passing, Top Dolly ? Ça c'est aussi un terme qui peut vous être utile. On va pouvoir dire par exemple que une personne trans a un bon passing, c'est-à-dire que c'est une personne qui se genre comme une femme et qui a des attributs, des attraits physiques qui font qu'on l'identifie
culturellement, socialement, plus facilement à une femme. En fait, quand on va dire cette personne a un bon passing, c'est que elle ressemble à une femme. Idem pour un homme. Merci Hydra, très bonne question. C'est quoi la différence aussi entre une personne trans et une personne intersexe? Intersexe, c'est quand tu as un sexe biologique hors norme. Trans, c'est quand ton genre est pas affilié à ton sexe. Voilà. Je vous propose qu'on aille écouter des témoignages, comme ça va mettre un peu plus en pratique. Il s'agit d'un épisode des Pieds sur Terre qui s'appelle Accepter son corps. Diane est une femme trans. Un jour, elle ose devenir ce qu'elle a toujours été et cesse de se déguiser en garçon. Je m'appelle Diane, je suis une femme transgenre. Je suis née assignée garçon. J'ai un corps biologique, on va dire, de garçon, mâle. Mais ça correspondait pas du tout. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, à l'âge de 4 ans, je me suis dit, je suis pas un garçon, quoi. J'ai pas dit je suis une fille. Je savais que j'étais pas un garçon. Ça, c'était la certitude. C'est-à-dire que le rôle qu'on veut me donner ne me correspond pas. L'expression de genre qu'on veut m'attribuer me correspond pas. Et j'arrive pas à voir tout ce qu'on peut assimiler au rôle de garçon. Et d'ailleurs, j'ai été toute mon enfance complètement androgyne. J'étais pas du tout genré. Par contre, j'avais plus de connivence avec des jeunes filles, mais j'avais cette réflexion en étant enfant. Je dis, non, mais je veux recommencer ma vie. Je veux pas ça, quoi. Oh, je veux recommencer ma vie. C'est une jolie façon, non, de parler de la transition, je trouve. J'avais jamais entendu cette expression-là et je trouve que c'est beau de le dire comme ça. Mais j'ai mis ça de côté parce que la vie que j'avais, un enfant d'une très très grande famille avec 8 sœurs et 5 frères à l'époque, avec une petite sœur en situation de handicap. Mon père est parti, j'avais l'âge de 5 ans. Du coup, ma mère a repris le travail, etc. Et du coup, j'ai pas vraiment pu en parler. Et donc, j'ai eu une vie parallèle. Il y a Echarpe qui dit qu'il faut toujours voir la transition comme une puberté. On repart dans le même mindset, découverte, cringe, exploration, instabilité. Puis la puberté, c'est pas le moment le moins déstabilisant de sa vie, quoi. Siluna qui parle effectivement du film documentaire Petite fille, dont j'ai entendu beaucoup de bien et qui, d'ailleurs, je crois, est une ressource folle pour les gens qui veulent faire une transition. Enfin, moi, je sais que j'ai une pote, sa sœur, elle a demandé à sa mère de regarder ce film. Et ça a été un des points d'ancrage pour pouvoir avoir cette discussion-là avec elle. Les infos qu'on avait par les médias des personnes transgenres, on disait à l'époque transsexuelles, tout ce qui a été inculqué aux médecins, tout ce qui était inculqué aux médias, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez nous, qu'on était des malades mentaux, etc. 75, hein, c'était perversion sexuelle d'être trans dans la classification internationale des maladies. Ne pas oublier d'où on vient. Donc moi, j'étais imprégnée de ça. Donc elle est d'une génération encore différente. Là, je pense que les gens auxquels les personnes de la Ligue vont être confrontées, ça sera plus des personnes plus jeunes. Mais je sais, déjà que j'ai du mal à imaginer la bataille que c'est aujourd'hui pour se faire reconnaître. Je n'imagine pas à l'époque ce que c'était pour elle, quoi. Alors moi, j'ai dit stop, je vais essayer de redevenir normal. Et du coup, le fait d'en avoir honte, j'ai tout caché, j'ai tout réfréné et je n'ai rien fait. J'ai dit, je vais rentrer dans une vie normale. J'ai rencontré une femme. J'étais amoureuse d'elle, donc pour moi, l'amour comblait tout. Alors avec mon épouse, j'ai pas pu en parler. Déjà, même à moi, je m'en parlais plus. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte d'oublier. J'avais un désir d'enfant, on avait toutes les deux un désir d'enfant. Donc on a eu des enfants, donc j'ai fait semblant, j'ai fait comme si. J'allais souvent avec mon épouse faire du shopping. Et quand on choisissait les fringues pour elle, alors là je disais ah ça c'est bien, ça c'est sympa, etc. Donc pour elle, mais alors dès que c'était pour moi, elle me dit bah attends, bah, toi il va peut-être falloir que tu changes un peu tes fringues et tout. J'étais vraiment pas intéressé, c'était vraiment quelque chose d'obligé. Enfin moi je supporte pas un costume, les sweats à capuche, les machins, etc. Ça me plaît pas. Donc j'étais déguisé en garçon. C'est trop intéressant comment elle dit ça. J'étais déguisée en garçon. Les seuls moments dans mon enfance où je me suis amusée, c'était justement quand il y avait des balles costumées, parce qu'évidemment, quand il y avait des balles costumées, je m'habillais en Diane. Je mettais une petite robe sympa, un tout petit peu de maquillage, etc., etc. Une petite perruque parce que j'avais les cheveux relativement courts. Je m'habillais en Diane. C'était un moment de liberté où j'étais moi, je me sentais à l'aise. Et puis j'avais ma voix là. C'est-à-dire que cette voix que j'ai actuellement, c'est la voix que j'avais déjà avant 18 ans. Du coup, je me suis forcé à avoir une voix un peu plus, on va dire, masculine. C'est-à-dire que si je commence à parler comme ça, évidemment, ça ne correspond plus à Diane. C'est-à-dire que pendant presque 30 ans, j'ai forcé pour passer à peu près inconnu, parce que j'avais un physique déjà très androgyne. C'était assez marrant. On pensait que
ah, cette personne-là, elle est gay, quoi. Bah, et quand ils voyaient Ça, c'est très, très commun. Ça parle aussi beaucoup de, si le sujet vous intéresse autour de l'égalité femmes-hommes, ça parle aussi beaucoup des stéréotypes de genre qu'on a sur les hommes, les injonctions à la virilité, à renvoyer des signaux et des codes dits masculins, à la fois dans la voix, dans la façon dont on s'intéresse aux choses, dans les émotions qu'on exprime ou qu'on ressent. À partir du moment où tu sors de ces normes de genre, de toute façon, tu es accusé soit d'être homosexuel, soit d'être egg. C'est un egg, EGG, donc de l'anglais œuf. C'est une personne qui est dans le déni de sa transition. Elle est dans le déni, mais il y a d'autres personnes qui le voient à sa place, quoi. Vous voyez ou pas? J'ai mis des portes et des murs, des murs, des murs. Mais au bout d'un moment, quand tout se fissure, que ça se pète à la gueule, bah, au bout d'un moment, on se dit, bah, il va falloir que j'en parle. Je suis allé voir une psychologue, j'ai eu plusieurs séances, je lui ai raconté, et puis je lui ai dit, après, il va falloir que je l'annonce à mon épouse. Tomber sur un... Alors là, ça aussi, à mon avis, c'est un sujet. Hein. Tomber sur une psy qui va pas nier ce que tu ressens et qui va t'accompagner. Ouais, la psy, c'est qui tout double écharpe. Hein. Je suis full d'accord. Il y a beaucoup de personnes, je vais faire le raccourci, dire des personnes queer, donc, dans des identités de genre plus complexes, qui vraiment, malheureusement, peuvent mal tomber sur des psys. Et c'est très compliqué pour elles parce que soit tu tombes sur une psy ou un psy qui t'accompagne dans ton chemin, dans le fait d'en parler à ta famille, de t'accomplir dans le genre que tu ressens au fond de toi, soit tu tombes sur quelqu'un qui va potentiellement en plus te pathologiser, limite te faire passer ça pour une maladie mentale, et qui va tenter de le renfermer en toi et t'orienter vers autre chose pour que tu ne t'accomplisses pas à travers ton identité de genre. Et ça, je pense, c'est d'une violence, à mon avis, de vivre ça. Pardon, je l'ai un petit peu coupé, mais donc elle disait qu'elle avait peur de perdre sa femme. Comment l'annoncer? Et là, elle m'a donné un conseil, elle m'a dit, bah, c'est simple, vous écrivez une lettre. Je sais pas quelle est la statistique sur la séparation dans les couples pour les personnes qui annoncent leur transition. Voilà, je vais lire une lettre et je vais te la laisser après. Et je lui lis la lettre de qui je suis. Donc elle s'est effondrée, elle me dit lâche-moi. Le samedi a été très dur. Puis le dimanche, on a reparlé un peu. Et ça s'est fait au fur et à mesure. On est séparés, on est restés très très proches. Et mon épouse a demandé d'attendre pour les enfants qui grandissent un peu, machin truc, etc. etc. Mes enfants. En fait, je pense que c'est un peu double peine dans cette génération-là parce que, effectivement, du coup, t'es confronté à des choses du type de. En fait, l'entourage va être tellement potentiellement intolérant par rapport à ça. Tellement peur de les perdre, tellement peur qu'ils me rejettent. Ouais, bah ouais. Annoncé. Alors, elle dit pas à quel âge ils avaient les enfants. Mais j'imagine que sa femme voulait qu'elle attende leur majorité ou un truc comme ça, tu vois. Mon fils m'a dit mais papa, on sait très bien qu'on a été élevé par 2 mamans. Les enfants, ils savaient! Ils savent tout, mais c'est pour ça que c'est débile de pas leur dire. Ma maman a eu Alzheimer pendant 10 ans avant, donc ma mère ne m'a jamais connue en tant que Diane. Mais quand je vois nos relations qu'on avait, la façon d'être avec moi, les attentions qu'elle avait avec moi, il y avait une protection autre. Je pense que ma mère l'a toujours su. En 2012, je travaille beaucoup à Paris, et du coup je suis logé chez une amie, et c'est chez cette amie, qui me connaît bien, bah, j'ai des affaires de Diane. Donc quand je bosse en tant que genre assigné garçon, homme, et quand je rentrais le soir chez elle, bah, je m'habille en Diane, j'en profite. Et puis un jour je dis... Putain, t'as une double vie, hein. Et bah voilà, j'avais rendez-vous chez une autre amie dans Paris, et je dis je vais aller la voir. Mais en tant que Diane, quand on est une personne trans et qu'on sort pour la première fois, ouais. On se dit mais je peux tomber sur n'importe qui et ouais. me faire détruire. Donc il y a toute cette peur là. Ouais, ça doit faire trop peur. Et puis d'un autre côté, je dis non mais il va bien falloir que je m'assume. Et puis là commence à avoir les sensations, hein. Cette sensation d'être enfin soi, devant des inconnus, wow. Et plus devant un cercle privilégié d'amis, de personnes bienveillantes. Parce que dans la rue, on n'est pas forcément face à des personnes bienveillantes. Pour moi, dans la rue, par expérience maintenant, la majeure partie des personnes s'en foutent des autres. Donc chacun fait son chemin, on va d'un point à l'autre et on regarde pas l'autre. Il y a ça, et puis là, c'est un témoignage d'une personne qui vit en ville. Je pense que les
problématiques, elles sont différentes quand tu vis à la campagne, que les gens se connaissent beaucoup plus, s'identifient beaucoup plus. Je pense qu'être trans en ville et être trans à la campagne, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Et j'en parle parce que justement, je pense que les gens de la Ligue de l'enseignement qui sont sur les territoires, ils seront beaucoup plus aussi confrontés à ça, quoi. À la fin de cette journée, je me suis dit, mais je me suis fait tellement un monde de cette première sortie. J'ai eu tellement d'angoisse, tellement de peur. Et en fin de compte, il y a tellement de bonheur à être soi. Cette première fois, ça on a appelé d'autres rapidement. La semaine d'après, je suis ressorti. Et puis après, je suis ressorti un week-end. Et après, je sortais régulièrement. Dès que j'avais l'occasion, dès que j'étais pas au travail, j'étais habillé en moi, en Diane. J'étais plus déguisé. Et puis, un jour, au boulot, j'ai dit... je veux partir de cette boîte. La transphobie, l'homophobie, j'avais pas envie de la subir au boulot, donc j'avais pas envie d'assumer. Je me suis retrouvé au chômage, un peu à la rue. Ok, donc elle a fini par quitter son emploi. Pendant 3 ans, j'étais hébergé à droite à gauche. Ah ouais. Maintenant, j'ai mon appartement. C'est un tel bouleversement d'identité en même temps. Est-ce que tu peux continuer à faire ton... Tu vois, tu te reconstruis en tant que nouvelle personne. Est-ce que tu veux continuer à faire le boulot que tu faisais auparavant? Pas forcément. Ouais, chômage, rue, pareil, 2 fois à la rue pour écharpe, ouais. Je m'arrête sur ce point-là parce qu'elle le passe hyper rapidement, mais elle dit qu'elle a été SDF pendant 2 ans, en fait. Déjà, pour moi, je ne supportais plus cette image dans le miroir. Et je voulais plus avoir ce rapport homme. C'est-à-dire que je voulais avoir de la poitrine. Il y a autre chose qui est liée à ma sexualité aussi. J'ai eu 2 enfants. Dans les choses... dont vous n'avez pas à parler, il y a ça, en fait. Ça a beau être une curiosité personnelle, ça ne vous regarde pas. Si la personne qui est trans, si la personne trans en face de vous a changé ou non de sexe, si elle a fait une opération, ça ne vous regarde pas. Mais ça n'empêche pas que dans ma sexualité, j'avais pas de plaisir. Mon organe, ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas une connectique. Donc j'avais ce truc-là, m'amenait rien. Il a fallu que j'attende plus de 40 ans pour découvrir ce que c'était un orgasme. Et là, c'est le rapport à mon corps. C'est pas le rapport à mon genre. Wow. Là, c'était le rapport comment je suis construite mentalement, comment j'ai pu construire et avancer au niveau de ma sexualité. Et donc... Bah oui, parce qu'en fait, quand tu arrives enfin à reconnecter ta tête et ton corps, bien sûr que le plaisir y va avec. Avec les avancées médicales, j'ai pu faire des améliorations. Et maintenant, je suis une femme basique, mais tout ce qu'il y a de plus classique, j'aurais bien aimé avoir plus de cheveux. Voilà, j'ai une implantation qui peut être un peu masculine. C'est pas grave. Je fais avec et j'arrive à avoir un côté garçon qui est assez plaisant maintenant. Ok, donc ça c'était le premier témoignage de Diane qui est trop intéressant c'est vraiment sur sa transition et les conséquences que ça a eu dans sa vie. C'est bien, ça nous permet d'aborder plusieurs trucs. Je voulais vous parler justement des ressources que vous pouvez solliciter si jamais vous voulez vous former plus concrètement sur ce sujet. C'est toujours intéressant si vous êtes une personne au sein de la Ligue de l'enseignement d'aller demander auprès de la personne en charge de la formation dans votre fédération, dans tous les cas, s'il n'y a pas quelqu'un qui est particulièrement calé sur les questions LGBTIQ+, il y a une référente lutte contre les discriminations au sein de la Ligue de l'enseignement à laquelle vous pouvez vous adresser pour qu'elle vous envoie des contenus si vous souhaitez utiliser ces ressources ou vous-même former des personnes au sein de votre association sur tout ça. Si jamais vous voulez d'autres ressources, il y a le planning familial qui est franchement un des principaux formateurs sur ces sujets-là parce que historiquement le planning familial qui est une association féministe historique s'est positionné très rapidement sur les questions d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Il y a une charte qui a été créée notamment par le planning pour une prise en charge bienveillante des personnes transgenres qui récapitule les principes d'accueil. Donc demander et respecter les pronoms et les accords, demander et utiliser le prénom choisi par la personne, pour chaque examen physique s'assurer du consentement de la personne, respecter l'intimité des personnes trans dans le champ de la sexualité, faire preuve de patience, des problématiques de transphobie que les personnes trans vivent, de précarité sociale, ce que ça sous-entend quand elles s'outent, et il y a aussi des problématiques de santé mentale qui peuvent leur être propres.
Ça rappelle que la transidentité n'est pas un choix, qu'il n'y a pas de parcours de transition type. Je vous parlais de ne pas généraliser, du fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'un suivi psychiatrique, c'est pas toujours nécessaire. Ça vient expliquer ce que c'est aussi que la dysphorie physique, l'intersexuation dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est pas de la transidentité, le fait que l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et l'identité de genre ne sont pas liées. Il y a plein de rappels très très intéressants dans cette charte qui a été élaborée par le planning familial. Dans les autres ressources que je voulais vous donner, il y a, si vous voulez vous renseigner, il y a au sein de l'éducation nationale, alors la ligne de l'enseignement, vous savez que nous on parle principalement des associations, mais au sein de l'éducation nationale, il y a une circulaire qui est passée pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire, et je trouve que c'est pas mal aussi de pouvoir se baser là-dessus pour les activités potentiellement associatives, ou si vous avez de l'accueil de jeunes publics. Donc ça vient parler de la réalité de la diversité des situations de transidentité, là encore. Voilà, ça fait des rappels comme ça. Rappelle que au sein de l'éducation nationale, il faut savoir répondre à la situation des élèves transgenres, que c'est une obligation de la communauté éducative, d'écouter, d'accompagner et de protéger. Et je pense que c'est une obligation qui se retrouve aussi dans les associations. Donc être à l'écoute des élèves et de leurs familles, pouvoir protéger les élèves aussi, parfois quand ils sont dans un parcours et que la famille peut être une source de violence pour eux. Tout ça, c'est inscrit dans la loi en fait pour la communauté éducative. Donc et puis après protéger les élèves bien sûr de leurs propres camarades, donc contre, et des profs aussi qui seraient moins ouverts à ça. Il parle des mesures préventives, comment est-ce que tu fais une démarche collective au sein de la communauté éducative pour faire en sorte que la personne soit bien accueillie dans une classe. Si on est face à des discriminations dans un établissement et qu'on est une personne, qu'on est un élève trans, on peut saisir cette circulaire pour faire valoir ses droits, et ça je crois que c'est un des trucs les plus importants. Si jamais vous avez des problématiques, vous, en tant que personne trans, vous pouvez aussi faire appel, et ça c'est le mieux, vous pouvez faire appel à des associations qui sont elles-mêmes menées par des personnes trans. Donc vous avez bien sûr Acceptest, qui est une communauté dans laquelle vous allez pouvoir trouver de l'aide, de l'accompagnement, des ressources, du dialogue. Vous avez dans le même genre l'association Out Trans qui fait ça. À Lyon, vous avez une association qui s'appelle Chrysalide Asso. Tac, je vous mets les 3 liens dans le chat. Vous avez des initiatives aussi qui sont portées et qui visent à visibiliser les personnes trans, notamment celle qui est portée par peut-être la militante Ménica Folden que vous connaissez, qui s'appelle Wikitrans, qui vise à donner de la visibilité aux personnes trans sur Wikipédia, donc à créer des fiches de profil sur des personnes trans qui ont accompli des choses formidables, qui méritent elles aussi d'être connues, mais qui sont très largement invisibilisées. J'étais tombée sur une association qui s'appelle Tous en colo, que je vous montre, une colo qui lutte contre les discriminations. Et j'étais tombée moi sur cet exemple qui a fait beaucoup parler dans les médias. C'est une mère d'un garçon trans qui a été victime de discrimination lors d'un séjour à la montagne qui était organisé par la ville de Puteaux. Les personnes ont refusé que le petit garçon ait accès au dortoir des garçons parce que c'était un garçon trans et donc que son sexe de naissance était féminin, et donc ils ont voulu mettre l'enfant avec des petites filles alors qu'il ne s'identifiait pas à ce genre-là. Et ça a fait grand bruit parce que la maman, la mère est montée au créneau, ce qu'elle a très bien fait de faire, et ça a beaucoup visibilisé cette problématique de comment est-ce qu'on accueille des enfants et des ados trans dans les activités en dehors aussi de l'école. Ça peut être des colos, ça peut être même les centres de loisirs ou des activités sportives. Et donc la mère dont le fils a subi la discrimination, elle a créé cette initiative qui s'appelle Tous en colo, des vacances à soi, qui est une colo qui se veut la plus inclusive possible. Donc je vous mets aussi cette initiative que j'ai trouvé et que j'ai jugé assez chouette, parce qu'une fois qu'on a dénoncé le fait que les colos sont pas assez inclusives ou qu'on a cette problématique de formation des animateurs et des animatrices ou même des directeurs de colos, qu'est-ce qu'on fait? Et je trouve que de pouvoir passer à l'action soit par des programmes de formation spécifiques pour ces personnes-là, soit en créant nos propres colos inclusives, c'est quand même des modèles hyper vertueux, quoi. Vous avez la Ligue de l'enseignement qui a fait
qui a fait un gros sujet là récemment sur son média autour de la façon dont les associations, les collectivités et les professionnels s'associent pour lutter ensemble contre les discriminations. Et il parle notamment de la Fédération 21 de la Ligue de l'enseignement, donc en Côte d'Or, qui lutte activement contre les discriminations. Ce pôle de discrimination, il a énormément de dispositifs et de formats pédagogiques pour aborder des sujets avec le plus grand nombre. Ils ont des personnes qui sont salariées, qui font de la formation par rapport à ça, qui font des ateliers de sensibilisation au collège, qui forment en interne la Ligue de l'enseignement sur ces questions-là. Il y a énormément d'initiatives qui existent et que vous pouvez rejoindre si jamais ce sujet vous intéresse. Je ne peux que vous inviter à vous investir là-dedans, surtout si vous êtes une personne concernée et qui va pouvoir aussi potentiellement former les futurs professionnels. Peut-être que vous allez, vous, par votre vécu et votre expertise, venir aider les prochains directeurs et les directrices de colo à bien accueillir des jeunes trans dans des colonies de vacances, quoi. Et ça fait la diff de ouf, quoi. Pour les personnes aussi qui travailleraient dans la fonction publique, alors j'ai découvert un MOOC, c'est vraiment une formation en ligne que vous pouvez suivre, et c'est un MOOC sur bien accueillir les personnes trans. Et donc dans ce MOOC, vous avez là aussi des éléments de compréhension sur les spécificités des parcours de transition, sur les conditions de vie des personnes trans, leur protection légale, comment est-ce qu'on fait pour accueillir des personnes trans, et à la fin vous avez une évaluation. Cette évaluation, elle passe par une activité qui consiste à, par exemple, apprendre à utiliser le langage inclusif. Ça montre à quel point c'est facile de passer au neutre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais par exemple, quelle formulation est au neutre? On vous propose Camille est une élève studieuse, Camille est une personne studieuse ou Camille est studieux. En fait, Camille est une personne studieuse, c'est la formulation inclusive. Quelles formulations sont au neutre? Donc vous avez des exercices comme ça. Ce qui est chouette aussi, c'est que c'est assez didactique parce que vous pouvez tester vos connaissances et votre compréhension du sujet avec cette formation après avoir vu tous les modules. Donc je vous mets ça dans le chat, c'est un MOOC qui s'appelle Bien accueillir les personnes trans.fr et qui a été co-créé donc par l'association dont je vous parlais, l'association féministe d'autosupport trans qui s'appelle OutTrans. Vous avez effectivement sur la plateforme, vous avez plein de personnes qui en parlent, qui sont très chouettes. Il y a Echarp, tu as une chaîne Twitch. Il y a bien sûr Cass Andre, CASS_ANDRE, qui en parle très fréquemment. C'est un de ses sujets d'expertise et d'études. Si vous voulez aller plus loin, écouter d'autres témoignages, il y a un podcast qui s'appelle Méta de choc, qui est très très fouillé, très rigoureux, qui est venu inviter Shaika de Hacking Social. Et c'est un podcast de témoignages. Oui, alors il fait 9 fois 1 heure, les gars. Faut vous déterre parce que elles ont fait des entretiens qui sont très très longs, qui sont entre le témoignage et le sujet de recherche sur la question de la transidentité, et c'est assez puissant, quoi. Vous avez également Charlotte Bien-Aimée. Chez Charlotte Bien-Aimée, vous avez un épisode qui s'appelle Les mauvais genres trans et féministes, qui donne la parole à des personnes qui ont un parcours de vie, des débats et des luttes communes trans et féministes. Donc c'est vraiment à l'intersection entre du féminisme et de la lutte pour les personnes trans. Si vous aimez les datas, 300 pages de data sur les questions trans, il y a tout, la police, la maladie, le logement. Ah merci Echarp, merci. transequality.org, un gros report. Mais merci beaucoup à vous, surtout merci dans le chat d'être venu témoigner de ça, d'avoir ramené des ressources, d'avoir enrichi avec vos témoignages, c'était trop bien. N'hésitez pas à soutenir les streamers et les streameuses trans d'Ether qui font des trucs sur internet de fou. N'hésitez pas, bien entendu, vous savez que c'est... Merci beaucoup à la Ligue de l'enseignement qui m'a permis de traiter ce sujet en profondeur, de le faire bien, qui m'a donné accès aussi à des ressources pour ça, qui fait un super travail aussi sur ces sujets-là, qui sont encore une fois tellement importants. Merci. Sayonara, asura, modoranai kore wa anata ni okoshita ne ga